Le 4 octobre 1957, plusieurs radios captent un étrange Ce que vous venez d'entendre, c'est Spoutnik, le premier satellite artificiel à avoir été mis en orbite. Mais pour comprendre comment cet exploit a été possible, il faut remonter à la fin de la Seconde Guerre mondiale. Le 20 juin 1944, le missile allemand V2 dépasse les 100 km d'altitude, la limite de Kármán, définie comme la limite de l'espace. À la fin de la guerre, les opérations américaines Paperclip et soviétiques Alsos rassemblent les anciens scientifiques du Troisième Reich. Leur but est simple, développer des missiles intercontinentaux. Mais dans cette démonstration de force, certains scientifiques arriveront à convaincre les États de l'intérêt d'un programme spatial. Bah oui, fallait montrer qu'on était capable de faire des gros missiles sans les envoyer sur le voisin. C'est ainsi qu'en 1957, le R-7 Señorka, dérivé du missile soviétique R-7, décolle avec à son bord le satellite Spoutnik. Il fut au début ignoré par la Russie, mais il a vite pris une ampleur planétaire. On avait envoyé un objet en orbite autour de la Terre. En apprenant les proportions que cette histoire a prises, Khrouchtchev va convoquer Sergueï Korolev, le chef et créateur du programme spatial soviétique. Il lui demande d'envoyer un être vivant en orbite pour les 40 ans de la Révolution. Le délai est hélas bien trop court. La capsule ne peut pas être finie. Son habitante ne pourra pas revenir. Elle mourra dans l'espace. Il est donc prévu que la dernière ration de nourriture soit empoisonnée. C'est la chienne Kudryavka, littéralement petite frisée, qui doit voler dans la capsule, nommée Spoutnik 2. Elle sera lancée par un R-7 Señorka le 3 novembre 1957. Mais pendant le vol, bon nombre de problèmes se posent. Le satellite ne se détache pas du dernier étage, et pour ne rien arranger, cela empêche le bon fonctionnement du régulateur de température et le bouclier thermique abîmé par la coiffe provoque la montée de la température jusqu'à 40 degrés. Et après à peine 6 heures en orbite, Kudryavka meurt. Le Kremlin se félicitera quand même et répandra la nouvelle, mais en cachant la mort du cosmochien. Ça a malgré tout provoqué une haine de la part des défenseurs des animaux, qui pensaient encore vivante la chaîne renommée Butnik, une compression de Cabot et Spoutnik. Les soviétiques affirment alors que le retour est prévu, puis ils se corrigent et annoncent sa mort peu après. Ils renomment dans la foulée la chaîne Laika, pour les soucis de prononciation. Et ce n'est que 173 jours plus tard qu'elle rentrera en tant qu'étoile filante, montrant au monde qu'un être vivant peut survivre dans l'espace. Mais l'avancement des Russes, qui ont envoyé 508 kilos dans l'espace, réveille les Américains. C'est l'équivalent en poids d'une tête nucléaire. Conscients de leur retard, les Américains créeront la NASA quelques années plus tard pour National Aeronautic and Space Administration, merci pour l'accent, pour contrebalancer leur retard face aux Soviétiques. Ils les pensaient pas capables d'ouvrir une conserve. C'est ainsi que la course à l'espace se lance. Mais malgré ça, l'URSS va enchaîner les exploits en lançant le 4 juillet 1959 la sonde Luna 1. Elle se met en orbite dite héliocentrique, une orbite avec un apogée et un périgée très éloignés l'un de l'autre. Son orbite entre la Terre et la Lune montre encore une fois l'avancement des Soviétiques,
ils ont survolé notre satellite. Ils continueront, et le 12 avril 1961, le cosmonaute Youri Gagarin partira dans une capsule Vostok. Il passera 2 heures à faire le tour de la Terre et deviendra le premier humain à avoir séjourné. Ce cosmonaute fut sélectionné parmi 3500 pilotes. Il a passé un nombre incroyable de tests et d'entraînements. Il fallait se préparer à un vol de 108 minutes qui n'avait jamais été fait auparavant. Il est revenu avec la victoire et la science que nous réservait l'espace. Et le 17 juin 1963, cet essai sera renouvelé par Valentina Tereshkova, la première cosmonaute qui sera choisie par Khrouchtchev en personne. Elle partira à bord de Vostok 6 pour passer 2 jours dans l'espace et devenir à 26 ans la plus jeune femme, et encore aujourd'hui, à être allée dans l'espace. C'est également la seule à y être allée jusqu'en 1982. Mais après ces nombreuses victoires russes, les Américains ont rattrapé leur retard. Ils font maintenant jeu égal avec les Soviétiques. Le prochain objectif, c'est la sortie extravéhiculaire. Un enjeu de taille. On doit reconstituer une capsule sous forme d'une combinaison spatiale assez souple pour qu'on puisse se mouvoir dedans. Les missions Vostok et Gemini ont été préparées à cet effet. Seul le premier sera connu. En Russie, Leonov et Bekdeev se préparent à sortir dans l'espace. L'on conçoit des combinaisons nommées Berkut qui sont conçues pour sortir dans l'espace. Une capsule est également construite. Vostok. Ce système est moins fiable que son adversaire américain et fait penser à la NASA qu'elle réussira en premier. Mais à Roscosmos, on n'est pas d'accord. On envoie la première capsule sans équipage. Et contre toute attente, elle explose au décollage. Sergei Korolev va alors voir les 2 cosmonautes pour leur expliquer la situation. Il ne reste plus qu'une capsule. Si elle est utilisée pour des tests, le vol sera retardé d'1 an et les Américains remporteront cette victoire. Il leur propose de choisir de partir sans savoir s'ils reviendront. Et sans hésiter, ils acceptent. La veille de leur départ, ils dorment selon la tradition dans la chambre qu'a utilisée Gagarine avant son départ. Pendant le trajet en bus, ils descendent selon la tradition pour uriner. Tradition russe. Le décollage et la mise en orbite se passent bien. Enfin, le grand moment arrive. Alexei Leonov rentre dans le sas et la décompression commence. Quand elle est terminée, il peut enfin ouvrir le sas et voir la Terre. Quand la permission lui est donnée, il s'élance dans le vide interstellaire et observe les étoiles. L'immensité de l'espace, la courbure de la Terre, les continents, les océans. Il reste à nager dans l'espace, euphorique, pendant une dizaine de minutes. Mais quand on lui ordonne de rentrer, un problème se pose. Non, sans blague, c'était inattendu. La combi Berkut a gonflé. Leonov ne prend pas le temps d'avertir la base et dépressurise manuellement la Berkut. C'est une opération risquée, mais il réussit. Il devra rentrer la tête la première, alors que, pour la sécurité, il faut rentrer la tête en dernier pour refermer le sas en cas de pépin. Il s'est pas refermé. Il a fallu se retourner avec la mobilité d'une tortue couchée sur le dos et refermer le sas. Il y parvient.
et repressurise le sas. Il rentre finalement dans la capsule, éjecte le sas, puis engage le retour sur Terre. Mais il y a encore un problème. Les taux d'oxygène montent et baissent anormalement. Finalement, ils arrivent sains et saufs sur Terre, après s'être éloignés de plusieurs milliers de kilomètres de l'endroit prévu. Ils se retrouvent en Sibérie, sous 2 mètres de neige. Il est impossible de venir les secourir par hélicoptère. On pourra juste leur parachuter des vêtements chauds, de la nourriture et d'autres choses. Les skieurs les retrouvent encerclés par des murs. Ils ont aménagé un endroit où l'hélicoptère pourra se poser et les ramener sains et saufs. Ils auront maintenu leur avance sur les Américains. Mais alors que cette victoire résonne, une autre course est en train de s'engager. Le 10 février 1966, la sonde Luna 9 se pose sur la Lune. L'échéance fixée par Kennedy arrive à son terme. La NASA doit poser un homme sur la Lune, et encore une fois, les Russes semblent avoir l'avantage. Bon, cette vidéo était très résumée. Mais il se pourrait que plus tard, nous revenions sur ces faits. J'espère que ça vous a plu, et on se retrouve pour la partie 2. Bye!